Et si on s'intéressait à l'opération de renouvellement des organes de base au sein du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais fait face depuis quelques semaines à des batailles intestines. En jeu, les postes au niveau des cellules de base de sous-section et de section. Depuis lors, la presse rapporte comment des militants sont blessés lors des opérations ou encore comment des mandataires du parti violent eux-mêmes les consignes du comité central. C'est dit que, comme le messager que le RDPC est en ébullition, Cameroun Tribune pense qu'il faut remonter au placement des cartes pour trouver l'un des nœuds du problème. Sommes-nous près ou loin de l'implosion au sein du RDPC? Cette interrogation semble être valable également pour la Fédération camerounaise de football. Le ministre Bidumpat a-t-il jeté de l'huile sur du feu ou a-t-il simplement pu trouver les mots pour un retour au calme? La Nouvelle Expression pense que le ministre des Sports a sauvé Tombiaro Kossidiki, sauf qu'il y a en face Abdourahmane Amadou et compagnie qui estime que le ministre des Sports et de l'Éducation physique a tout faux pour ce qui est du processus électoral au sein de l'instance fêtière du football. Comment comprendre cet autre rebondissement? À quoi devons-nous nous attendre dans les jours ou dans les semaines à venir? Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'être au rendez-vous de Droit de réponse. Droit de réponse, je le rappelle, est ce programme qui se propose de disséquer l'actualité telle que vue par la presse afin de susciter le débat ici, comme tous les dimanches d'ailleurs. Des acteurs de la société civile, des acteurs politiques, mais aussi des journalistes se relaient sur ce plateau pour tenter de nous faire voir ou nous faire comprendre ce que la presse, elle, n'aurait pas pu. Merci donc d'être au rendez-vous de Droit de réponse. Nous signalons également que dans les autres faits majeurs de l'actualité, il y a bien sûr ces attentats suicides ou cet attentat suicide enregistré ce week-end à Fotokol à l'extrême nord. 7 morts au compteur et des blessés aussi. Nous en parlerons également tout au cours donc de cette édition de Droit de réponse. Merci d'être avec nous. Dans un instant, nous ferons connaissance avec nos invités, ceux qui ont accepté de partager ce moment de réflexion et de débat avec nous. D'abord, un tour dans les kiosques pour savoir comment la presse a traité de ces différents sujets d'actualité. Flavien Vallon-Dongo, bonjour. Sandrine, bonjour. Bonjour à tous. Merci à vous d'être là. Du sport et de la politique essentiellement nous intéresse au cours de cette édition. Alors, vous l'avez dit, donc le sport et la politique nous intéressent pour cette édition de Droit de réponse. Nous commençons par la politique pour dire que l'opération de renouvellement des organes de base du parti RDPC fait grabuge depuis quelque temps. Le messager dit que le parti de Paul Biya est donc en ébullition. Le quotidien révèle que le parti au pouvoir est donc à l'épreuve des tensions. Le rédacteur de l'article fait savoir que le chargé de mission dans le Mbéré, par exemple, le ministre Bidumpat, a violé les textes du parti en accordant une dispense d'âge à un candidat qui n'a plus l'âge d'être donc président des jeunes. Une supercherie décriée par d'autres candidats moins âgés. Le même journal révèle que à Kribi deuxième, ce sont donc les gros bras du sénateur Mbamba Grégoire qui ont donc copieusement tabassé le candidat Piado Célestin. Il est donc sous soins intensifs depuis quelques jours donc du côté de Douala et qui avait, après notamment l'annonce, qui avait pris de l'avance sur ses adversaires, par ailleurs protégé même du sénateur. Avoury 5e, le messager explique que les adeptes de Françoise Phoning s'affrontent pour la section RDPC. La Nouvelle Expression, pour sa part, souligne que les opérations de renouvellement des organes de base du parti de Paul Biya sont donc un échec aujourd'hui. L'argent, le leadership et notamment la barbarie font partie des impréparations et également de ce qu'on observe sur le terrain dans ces parties-là. Et ce sont des éléments qui agrémentent d'ailleurs cette opération de renouvellement des organes de base du parti. Donc, balayant ici du revers de la main toutes les prescriptions de la hiérarchie du parti. L'œil du Sahel souligne qu'il n'y a pas que la secte Boko Haram qui inquiète d'ailleurs les populations du Septentrion. Il y a cette opération de renouvellement des organes de base du parti qui contribue également à la division des militants à cause notamment des bagarres et autres soubresauts que l'on observe également au sommet du parti RDPC. Des responsables qui mettent d'ailleurs tout en jeu pour contrôler et surtout placer leurs pions à des postes de responsabilité. Et le journal le conclut que si rien n'est fait pour ramener les auteurs des dysfonctionnements à des meilleurs sentiments, le RDPC va se retrouver en lambeaux au terme donc de cette opération de renouvellement
renouvellement des organes de base du parti. Le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune dit plutôt que les manœuvres se trouvent au niveau du placement des cartes du parti. Pour Cameroun Tribune, ce sont donc les responsables chargés du placement des cartes qui créent le désordre que l'on observe sur le terrain depuis quelque temps. Autre sujet traité par la presse également cette semaine, c'est également la décision de la Fédération camerounaise de football qui a été suspendue par la CCA. Donc le messager nous apprend qu'après l'annonce de l'annulation de la décision de la Chambre de conciliation et d'arbitrage par le ministre du Sport, Abdourahmane a répondu au ministre par communiqué et précise qu'il va saisir le TAS, le tribunal arbitral du sport. Sur le sujet, donc, la météo dit que le ministre des Sports a défié notamment, a désavoué donc le comité national olympique et sportif du Cameroun. C'était au cours d'une réunion de concertation avec notamment tous les acteurs que le ministre des Sports a précisé que la bande à Abdourahmane n'a pas respecté le processus mis en place pour engager donc des contestations quant à l'annulation des nouveaux statuts de la Fédération camerounaise de football. Pour lui, rien n'a été respecté et donc, c'est annulé. Tombiaroko garde le fauteuil. Le président de la FECAFOOT Émergence relève plutôt que à la suite de l'annulation des textes de la Fédération camerounaise de football par la CCA, c'est l'équipe de John Begininde qui doit donc prendre les commandes, celle de 2009 notamment. Après avoir dit ça, Mutation qui a donc tendu le micro à Alexandre Belinga nous apprend que l'intéressé a souligné que l'intérim qu'il assurait est donc terminé. Mutation fait savoir que Alexandre Belinga l'a dit au lendemain de l'annonce de l'annulation des textes de la Fédération camerounaise de football par la CCA. Parce que, nommé par Tombiaroko Sidiki, aujourd'hui, la situation devient donc catastrophique avec notamment le retour à la normale des choses et Tombiaroko Sidiki qui va donc garder le fauteuil, nous apprend d'ailleurs le journal. Voilà un résumé en quelques mots les deux sujets qui sont donc sur la table de droit de réponse ce dimanche. Merci à vous Flavien Vallonongo. Ce sont donc les deux principales thématiques que nous allons aborder au cours de cette édition de droit de réponse. On se retrouve donc dimanche prochain pour une autre thématique ou d'autres thématiques à aborder. Merci Flavien. C'est moi qui vous dis merci et à dimanche. Très bien. Merci donc à vous également Flavien Dongo. Nous faisons à présent connaissance avec nos invités. Docteur Luzon Essomba, bonjour. Bonjour Sandrine, bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinos TV qui nous regardent à l'instant. Permettez-moi de sacrifier un devoir de civilité qui m'amène justement à saluer les autres éminents panélistes avec moi sur le plateau. J'espère que nous aurons suffisamment de quoi mettre sous la dent des téléspectateurs très nombreux qui nous regardent. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Je signale que vous êtes enseignant de droit à l'université de Douala. Et donc, avec vous, on pourra comprendre un certain nombre de contours, j'allais dire, juridico-juridictionnels, notamment au sujet des tests de la Fédération camerounaise de football, tout comme en tant qu'observateur, on parlera également de l'opération de renouvellement au sein du RDPC. Avec nous ce dimanche encore, André Parfait-Bel, bonjour. Bonjour à tous. Merci à vous d'avoir accepté une fois encore cette invitation. Merci d'être avec nous. C'est donc un plaisir partagé, plaisir donc de vous avoir ce dimanche. Et nous disons bonjour à Albert Ayomba. Bonjour Albert. Bonjour Sandrine. Merci d'avoir effectué le déplacement. Vous êtes cadre à la Fédération camerounaise de football. Vous êtes également militant du RDPC à Yaoundé 7. C'est bien cela. 6. À Yaoundé 6. Effectivement. Très bien. Merci donc à vous d'être là et d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est un honneur pour moi. Et je pense que les civilités sont partagées avec le docteur. Et je salue également tous les autres éminents panélistes. Merci. Mon ami de circonstance, parce qu'on ne s'entend pas toujours sur certains sujets, mon grand frère André Parfait-Bel, que j'ai le plaisir de retrouver ici à Douala. Ça faisait un temps qu'on ne s'était pas retrouvé. Bon. Très bien. Je suppose que ce n'était pas pendant un temps de guerre. C'est pas en termes de guerre que ces choses-là se passent. Albert, c'est pensait beaucoup en temps de guerre. Voilà, c'est ça. Merci. Nous sommes beaucoup plus proches que les gens ne peuvent se l'imaginer. On a simplement des points de vue différents sur ce qui se passe actuellement à la fédération. Il a sa façon de voir les choses, j'ai la mienne. Bon, c'est tout ce qui nous oppose. Sinon, pour le reste, nous sommes petits frères, grands frères, très proches dans la vie. On comprendra bien comment vous êtes si proches et le consensus est si difficile à avoir droit de citer. Merci donc à vous, Albert Ayomba, d'être là. Vous n'avez pas fait la sorcellerie. Non, pas du tout. On le verra tout à l'heure. C'est bien ce que j'ai dit. Voilà. Bonjour également à vous, Serge Mebikoy. Bonjour, Sandrine Yaounda. Vous êtes journaliste, vous êtes également sociologue. Avec vous, quand même, je voudrais bien m'arrêter sur un sujet d'actualité. C'est bien sûr
la Commission nationale de délivrance de la carte de presse qui s'est donc prononcée, qui a effectué une sortie cette semaine, et les journalistes ont jusqu'au 28 février 2016 pour pouvoir déposer leur dossier pour l'obtention de cette carte. On attend beaucoup, vous direz comme ça? Absolument. C'est vrai que de façon théorique, on peut estimer que c'est un travail qui veut davantage avoir pour objectif notamment d'enseigner le code de la presse. C'est vrai qu'il y a toujours un déphasage entre la théorie et la pratique, parce que vous savez bien qu'il y a beaucoup plus de mauvaises graines qui ont aiguillonné notamment le champ médiatique camerounais. Bon, si aujourd'hui l'on estime que c'est avec la délivrance justement de ce cas de presse que l'on peut davantage aboutir à cela, il faut relever que c'est un chantier à long terme et de longue haleine, parce que ce n'est pas un travail qui est fort aisé. Mais je note quand même que lorsque je vois un ensemble de conditionnalités générales, il y a justement matière à réflexion là-dessus. Parce que vous savez bien qu'aujourd'hui, le code de la presse est davantage pris en tenaille. Personne ne peut le dénier par un ensemble de lobbies de pouvoir. Est-ce que véritablement cette carte de presse-là va justement s'attaquer à un ensemble de réseaux parallèles qui ne sont pas toujours officiels, mais fort au contraire officieux? Parce qu'il faut davantage noter qu'aujourd'hui, s'il y a justement cet ensemble de mauvaises graines, c'est parce que véritablement ce travail est alimenté par des personnalités publiques et politiques qui généralement instrumentalisent, hélas, l'ensemble des hommes de médias. Donc c'est vrai que ce n'est pas général, mais on l'observe quand même. Lorsque vous voyez certaines parutions, vous allez voir justement derrière ces parutions-là un ensemble de personnes qui instrumentalisent ou qui manipulent les uns et les autres. Mais maintenant, il y a un travail de fond à mettre en relief, au-delà même de la délivrance de cette carte de presse. C'est-à-dire que c'est un travail de réflexion approfondie qui devrait davantage amener les hommes de médias à réfléchir sur un ensemble de conditions favorables à l'amélioration des hommes de médias. Parce que, vous savez, on a longtemps parlé notamment de la convention collective, chose qui n'a pas été notamment une réalité dans l'ensemble des masses médias. Appliquée. Oui, qui n'a pas été totalement appliquée. Donc il y a beaucoup plus à mettre en parallèle par rapport à une réflexion qui se veut davantage approfondie. Mais il faut davantage noter que c'est un travail louable. Mais il y a encore beaucoup à refaire. Très bien. De toutes les façons, c'est une étape. André Parfait-Bel. Oui, si je suis sur un plateau et qu'on parle de journalistes et de cadres de presse, je me sens obligé de parler parce que, comme vous le savez peut-être, j'ai été pendant quelques années en première ligne du combat pour que le corps des journalistes s'organise et s'améliore un peu. Et je pense que, d'abord, en soi, c'est une bonne chose qu'il y ait une commission qui délivre la carte de presse. Ensuite, effectivement, quelle est la critériologie qui présidera à cette délivrance des cartes? Il y a des questions essentielles et principielles qu'il faut poser, à mon avis, avant. La première d'entre elles étant de savoir comment on définit le journaliste. C'est dommage, mais on en est encore à devoir se mettre totalement d'accord sur la définition semble être connue. D'ailleurs, aux derniers états généraux de la communication, il y a une définition qui a été donnée. Ils ne l'ont pas inventé ce jour-là, comme vous l'imaginez. Donc, des définitions circulent. Le problème, c'est la réalité de ces définitions. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, le problème n'est pas d'imaginer de fermer l'accès. Le problème est d'organiser un comportement pertinent et compétent de ceux qui sont dans le métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer qu'un journaliste qui ne sait pas utiliser sa langue de travail mérite d'avoir accès à la carte de presse? C'est une question qui se pose. Un journaliste qui a fait des erreurs, des fautes répétées de déontologie, est-ce qu'il mérite d'avoir la carte de presse? Est-ce que ceux qui sont en charge de la délivrer sont tous au-dessus du lot, en sorte que quand on veut la... Moi, si c'est Tchonke qui doit me donner, pardon, c'est votre patron, mais je l'appelle comme ça parce que je peux me permettre, vu notre fréquentation professionnelle. Si c'est lui qui me donne la carte de presse, je prends. Mais il y a des gens dans ce comité, si moi je devais faire une demande pour qu'eux me délivrent la carte de presse, je ne la ferai pas, hélas. Parce qu'ils n'ont pas qualité, ils n'ont pas le niveau. Donc voilà les problématiques qu'il y a chez nous. Je pense qu'il faut corriger ce genre de choses, sinon il n'y aura pas de crédibilité. L'autre chose que je veux dire rapidement, c'est que le journalisme est un métier extraordinairement important dans une société pour que toute sa régulation soit confiée aux seuls journalistes. C'est important que des gens qui sont dans les consommateurs du travail des journalistes aient leur mot à dire dans un certain type de choses. Je ne parle pas de la carte de presse, mais vous savez que la presse c'est aussi un secteur économique et les influences de sa mauvaise santé économique
sont évidemment visibles dans le comportement professionnel des journalistes. C'est une carte qu'il faut également régler. Très bien. Merci donc à vous, très cher monsieur, pour ce point de vue. Je rappelle donc que les journalistes ont jusqu'au 28 février 2016 pour déposer leur dossier de candidature en vue de l'obtention de la carte de presse. On reviendra d'ailleurs sur cette thématique dans nos prochaines éditions de Droit de réponse. Mais pour l'heure, je propose de nous consacrer tout d'abord à la politique avec l'opération de renouvellement des organes de base au sein du RDPC qui est en cours. Cette opération qui suscite pas mal de tensions. Alors, Saint-Germain Bikoy, comment de façon générale vous avez apprécié le travail de la presse? Comment analysez-vous le traitement de cette actualité par la presse? Oui, ce que j'observe de façon générale, c'est la présentation d'un ensemble de détails, pourtant essentiellement sur des faits divers politiques, parce que lorsque j'étais un coup d'œil notamment qui est panoramique sur l'ensemble du traitement qui a été observé, l'on constate fondamentalement qu'il y a un ensemble de dérapages en matière de démocratie. Vous savez bien que le secrétaire général du comité central du RDPC a publié notamment les consignes d'une circulaire. Mais lorsque l'on jette un regard entre ces éléments de la circulaire et ce qui est observé sur le terrain en termes de pratique, il y a notamment un déphasage. La preuve en est qu'il y a toujours un ensemble de déviances qui ont été observées, liées notamment à la confiscation des cartes électorales, liées notamment au burage des urnes, liées également à la manipulation d'un ensemble de personnes qui appartiennent notamment à des mêmes réseaux, le népotisme, le favoritisme, entre autres. Lorsque l'on jette dans ce regard-là, on a l'impression que véritablement, il y a un remake des investitures controversées que l'on a notées notamment lors du double scrutin législatif municipal du 30 septembre 2013. Et toute chose qui consiste davantage à dire que véritablement le renouvellement des organes de base au sein du parti au pouvoir a été un échec. Parce que lorsque l'on jette un regard sur les récriminations des différents acteurs de ce parti-là, vous allez constater qu'on a noté notamment des échauffourées dans l'ensemble des départements. Lorsque je jette un regard notamment sur les différentes communautés locales, il y a véritablement matière à réflexion. On ne va pas présenter les noms des élites politiques qui se sont livrées à des batailles fratricides dans l'ensemble, dans un certain nombre de départements. Et ça montre véritablement que c'était un traitement qui visait davantage à mettre en toile de fond un ensemble de dérives en termes de démocratie, toute chose qui participe davantage à montrer qu'il y a encore véritablement un ensemble de réculades à observer dans le fonctionnement du parti au pouvoir. C'est vrai véritablement qu'on note également là, en termes analytiques, le déficit de socialisation des acteurs à l'acquisition d'une culture politique permettant d'accepter véritablement un ensemble d'éléments liés à l'alternance, au renouvellement de la classe dirigeante, entre autres. Et lorsque l'on se met donc à repréciser un ensemble de tas qui ont été observés notamment en 2013, il y a véritablement des questions à se poser pour justement comprendre que véritablement on ne respecte pas toujours à la lettre les consignes générales du parti au pouvoir. Albert Ayomba, comment vous expliquez ces tensions qui existent, même, qui résistent même au RDPC? Il y a des tensions, elles résistent dans tous les univers. C'est-à-dire que même dans votre microcosme d'Equinox TV, ce n'est pas tous les jours que vous avez les regards radieux à l'endroit ou à l'encontre de tous vos collègues ici. Oui, mais sauf que le renouvellement des organes de base qui est quand même attendu depuis plusieurs années lorsqu'il survient, est-ce que cela ne permet pas de comprendre pourquoi il y a autant de rififi dans les rangs? Non, il n'y a pas autant de rififi. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure qu'il y a une presse qui, comme d'habitude, est dans la lignée prophétique de l'explosion ou de l'implosion ou de la mort programmée du RDPC qui est resté fidèle à ses titres. Vous ne pouvez pas dire que le RDPC est en ébullition en ne présentant pas les statistiques claires sur l'ensemble du presque 450 sections que nous avons pour dire qu'il est en ébullition. Vous ne pouvez pas prendre des faits isolés dans une ou deux ou trois ou quatre sous-sections, 2 ou 3, 4 comités de base. Sur le millier de comités de base qui existent au sein du parti pour rendre compte que cette réalité-là est celle qui est capable d'entraîner le parti vers l'explosion. Moi, je parle en tant qu'acteur de la base, je viens de Yaoundé. Je suis dans la section RDPC actuellement. Je suis secrétaire sortant de la section OJRDPC du Fundi 6. Après avoir fait également tout le parcours au sein de l'OJRDPC, j'ai plus l'âge maintenant.
Je suis dans la liste conduite par le camarade Paul Martin Lolo, maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 6e. Je n'ai pas ressenti de tensions particulières. Nous avions une liste de jeunes au départ, mais nous nous sommes dit, pour l'intérêt supérieur du parti, nous allons coaliser avec la liste qui est conduite par le maire. Mais nous n'étions pas les seuls candidats. Il y a encore en ce moment où je vous parle 3 listes en concurrence. Et je n'ai constaté aucune animosité, ni dans les sous-sections où les élections ont eu lieu avant-hier, jusqu'à hier, ni dans les comités de base ou les cellules. Ça se passe entre camarades, c'est une compétition. Il faut comprendre qu'à un moment donné, effectivement, on peut observer des zones de tension, mais ça finit toujours par retomber. Et je pense que c'est le même renseignement que j'ai dans les sections voisines d'Umfundi 7, d'Umfundi 3, qui sont plus proches de nous. Et je suis vraiment étonné que la presse ne rende pas aussi compte de cette exceptionnelle cohésion, de cette exceptionnelle accalmie, de cette façon professionnelle avec laquelle les opérations sont conduites dans ces sections-là et ne relèvent que de faits divers, comme l'a dit Serge Aimé, pour essayer, comme d'habitude, de prévoir que le RDPC finira. Non, c'est une compétition, on l'a vu en 88, on l'a vu en 2002 avec les opérations de sélection des candidats aux législatives et aux municipales. Les tensions, les divergences, ça existe dans toutes les familles. Il n'y a pas qu'au RDPC qu'on peut effectivement observer cela. Ce qui compte et ce qui doit être retenu, c'est que dans l'ensemble des sections, des comités de base et des cellules, ces opérations se déroulent relativement bien et à la grande satisfaction des militants que nous sommes. Alors André Parfait-Bel, faut-il donc se dire que la presse exagère lorsqu'elle parle d'ébullition, lorsque Cameroun Tribune pense qu'il y a des cadres du parti qui tentent de soit confisquer les opérations en question ou alors qui tentent d'imposer leur candidat. La presse a-t-elle donc finalement exagéré si du point de vue d'Albert Ayomba, on n'en est pas encore là? Disons que pas plus Albert que les autres n'a de photographie générale. Il évoque une situation notamment à Yaoundé et on peut dire plus précisément dans le 6e de Yaoundé. Et il ne peut pas la généraliser. Moi je ne suis pas du parti, donc je ne donnerai pas un avis d'intérieur. Au demeurant, Dieu me garde d'être du RDPC. Mais ce que je peux dire en regardant, parce que c'est une affaire qui concerne la société, j'ai des parents dedans, j'ai des amis dedans, ça se voit autour de nous. Je considère qu'il y a une volonté d'améliorer la vie démocratique du parti, mais que malheureusement, il n'y a pas de démocratie sans démocrate. C'est pour ça que la presse qui est dans son rôle relève des choses qui ne vont pas dans le bon sens. La presse n'est pas là pour dire que tout va bien, parce que si elle le dit, personne ne l'achètera. La presse, dans sa nature, au plan mondial, est là pour dire ce qui ne va pas, précisément dans la perspective d'y attirer l'attention et que les choses aillent mieux ensuite de ça. Donc elle est dans son rôle et effectivement il y a des choses qui ne vont pas à plusieurs endroits. On a relevé dans la presse cette semaine que M. Bidon a imposé quelqu'un qui n'était plus dans le délai, dans le Mbéré, dans la Damawa. Bon, voilà. Donc, qui était plutôt concerné par la distance d'âge. Oui, non, je veux dire, il n'avait plus l'âge pour être candidat. Voilà. Donc il y en a qui sont habitués des passe-droits et n'arrivent pas à se défaire pour entrer dans l'état de droit, y compris dans le parti. Mais c'est des survivances d'une époque ancienne qui, j'espère, vont continuer de se gommer au fur et à mesure. Et il y en a, on a entendu également la chronique annoncer qu'un des candidats dans le sud d'Akribi a été molesté par les gros bras de notre candidat. Bon, c'est dommage parce que si en plus on en vient à des voies de fait aussi flagrants, il y a quand même la civilité qui faut son cas. Moi, je suis très à l'aise de discuter avec des gens sur les idées, qu'on y passe la nuit, que chacun campe même sur ses positions s'il faut. Mais si on doit en venir aux mains, si on doit résoudre les affaires par les biceps, ça veut dire qu'on recule de beaucoup. Je crois qu'on n'a pas besoin d'arriver à ça. Et moi, je dis en particulier, s'agissant des partis, si on ne veut pas vous faire de la place dans un parti, comme il y en a quelques autres en circulation, à défaut d'en créer le vôtre, allez rejoindre un parti où on vous fera de la place. Il y a de la place partout. Vous ne pouvez pas vouloir absolument être du RDPC si au sein du RDPC. Par exemple, si on a effectivement molesté quelqu'un et qu'il n'y a pas de sanction de la hiérarchie du parti, il faut que ce monsieur comprenne qu'il n'a pas de place dans un parti où on le bat pour ses idées, battre au sens physique. Donc je crois que c'est une limite qui est, à mon avis, à dépasser. En général, les renouvellements se passent avec beaucoup de bruit parce que je pense qu'il y en a qui considèrent que être dirigeant élu du RDPC, ça peut aider par ailleurs. Donc oui, il y a l'appétit des militants pour avoir des positions de pouvoir.
Alors, docteur Louison Essomba, on reviendra à vous dans un instant, Albert Ayomba. Docteur Louison Essomba, il y a quand même eu, en 2013, on se souvient très bien que, hormis ou au-delà ou à défaut des opérations de renouvellement qui étaient attendues par les militants, on n'a plus le droit des investitures. Est-ce que le RDPC a du mal à se relever de cette étape-là? Sans doute, moi, je voudrais un peu plonger dans l'histoire pour dire que lorsque je me rappelle du discours de la Baule prononcé par François Mitterrand lors de la conférence avec les chefs d'État africains, il a dit ceci, que la démocratie est un luxe pour les États africains. Ça m'amène à m'interroger avec pertinence pour me demander, est-ce que cette démocratie est véritablement un luxe aujourd'hui, quand on regarde avec beaucoup d'attention toutes ces batailles autour du renouvellement, parce que quand on parle quand même de renouvellement des organes de base, on se rend compte qu'il faudrait renouveler aussi les nouvelles énergies, c'est-à-dire qu'en réalité qu'on puisse retrouver un certain nombre de jeunes qui ont aussi la possibilité d'avoir un mandat. Or, on se rend compte que les vieux continuent de ne pas lâcher prise. Et c'est l'une des questions les plus poignantes. Je me rappelle, j'ai lu il y a quelques jours le ministre Konrad Sike qui s'est rendu du côté de l'Est. Elle a eu toutes les difficultés justement à régler ce genre de conflit qui est véritablement né entre les vieux et les jeunes qui, eux, postulaient, qui avaient justement envie de briguer à avoir un poste de responsabilité. Bon, ce qu'il faut dire, vous savez, en matière élective ou bien dans la démocratie électorale, l'important, ce n'est pas d'investir. Il faut passer par le vote. C'est le vote qui vous légitime. Or, la technique de l'investiture est une technique d'imposition, est une technique de force. Or, là, on n'est plus en plein dans la démocratie. La démocratie voudrait que le choix se fasse de manière libre, que le candidat qui est choisi soit choisi au regard de ses idéologies. Si elles sont convaincantes, il est porté, il est élu. Et là, justement, cela témoigne de ce que l'esprit de la tolérance gouverne un certain nombre de choses. Donc, sans dire, moi, je voudrais simplement dire que ces batailles que nous vivons aujourd'hui, lors de ce processus de renouvellement des organes de base au sein du RDPC, qui, ma foi, est un grand parti, il faut le reconnaître, laisse un peu songeur. Grand par son nombre ou bien grand par... grand, non seulement par son nombre, grand également par le fait de ce que ce parti a presque embastillé toute l'étendue du territoire. Vous y retrouvez le RDPC partout. Je crois que c'est une des raisons. Je salue votre mot. Je ne suis pas du parti. Je dis, je salue votre mot. Voilà. Et autre chose qu'il faudrait relever, c'est qu'il y a eu un problème de carte. Un problème de carte, et le ministre Jean-Famé Ndongo est sorti sur la sellette pour expliquer qu'en réalité, le secrétaire général trouvera des voies et moyens pour pouvoir éradiquer ce problème de carte électorale. Albert Ayomba. Oui, je voulais revenir effectivement sur le traitement de la question par la presse. Pas qu'on fasse un procès à la presse, mais la presse doit être capable de rendre compte avec concision et précision d'un certain nombre de dérapages qui se produisent en des lieux précis. Où a-t-elle fauté? J'ai dit que nous avons plus de 400 sections, plus de 1000 comités de base, plus de 5000 cellules, pour qu'on dise que le parti en général est en ébullition ou est au bord de l'implosion. Il faut que les faits singuliers qui s'observent ici et là soient majoritaires ou dominants. Je n'en ai pas la nette conviction que ce soit le cas. Mais qu'un titre dise par exemple que le RDPC est en ébullition dans la section du Mfundi 6, en rapportant effectivement les faits qui sont singulièrement rapportés, ce serait plus juste. Alors, mais Albert Ayomba, est-ce qu'il y a des clichés? Est-ce qu'il y a des clichés qui démontrent du contraire bien de ce qui ne se passerait pas, que l'on soit dans le Mbéré, que l'on soit à Tombelle, que l'on soit à Boya, que l'on soit au Vouri 5, que l'on soit à Bonamoussa? Je prends un cas pratique, puisque moi je suis un acteur de l'intérieur. Alors ce qui se passe, c'est que nous sommes de la section OGRDPC du Mfundi 6, élu en 2007. On avait à cette époque l'âge qui était requis pour que nous restions au sein du parti, c'est-à-dire 35 ans maximum. Maintenant, si vous avez plus de 35 ans, vous mettez de côté. Mais ce qui se passait, c'est que quand nous avons monté notre liste, évidemment, pour prétendre passer de l'OGRDPC au RDPC, on nous a effectivement proposé cette opération de dispense d'âge. Nous avons volontiers accepté au départ, en nous posant la question de savoir comment est-ce que cela allait se faire, puisque ce n'était indiqué nulle part dans les textes qui régissent le parti. Et je pense que ceux qui avaient la charge de trancher ont tranché net pour dire que non, cette possibilité de dispense-là n'était pas faisable. Voilà un cliché, par exemple, qui aurait dû aussi être relevé pour montrer comment l'opération se passe bien. Dans l'Ombéré, je n'ai pas la preuve que cela ait pu être fait, sinon ce serait une application à double mesure de la vitesse et ce ne serait pas du tout appréciable. Moi, j'ai dit que
l'opération qui se passe du vote intégral et global est une opération nouvelle. Je suis dans le parti quand même depuis 1989, je suis entré comme délégué au Alors, sport. Justement, avec vous, entre 89, vous dites, et 2015, combien y a-t-il eu d'opérations de renouvellement des organes de base? Il y a eu beaucoup d'opérations, je n'ai pas fait un calcul, je risque de me tromper, mais ce que je note, c'est que le parti a expérimenté à la fois la formule des investitures par les militants et la formule des investitures par le parti. Et je pense qu'il va arriver un moment où il faudra effectivement trancher. Moi, je pense que si nous devons aller dans le sens de la démocratie qui a toujours été prônée par le président national du parti, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, il faut bien que ce qui se passe maintenant s'observe, même dans le cadre de la sélection de ceux qui auront apporté les couleurs du parti lors des prochaines élections municipales ou législatives, comme ça s'est fait d'ailleurs pour le président national, qui souvent se présente à l'issue d'un appel massif du peuple. Donc ça aussi, il faut le dire. Et je dirais aussi au docteur Essomba qu'il a peut-être été excessif. Nous n'avons embastillé personne. Nous avons tout simplement une capacité à nous déployer sur le territoire national qui fait qu'on n'empêche à personne d'autre de pouvoir le faire. C'est le RDPC, il ne faut pas l'oublier. Okay. C'est-à-dire, c'est le parti au pouvoir utilisant les moyens de l'État pour faire son travail de parti, et donc ça, chacun peut comprendre. Non, c'est pas ce que je veux dire, André. Non, c'est ce que moi je comprends. Je veux dire que pour quiconque connaît l'histoire du RDPC, il faut dire que son implantation nationale a été facilitée du fait même de sa naissance. Du fait de son héritage. Du fait de son héritage, merci, c'est le mot que je voulais dire. Alors, c'est Serge Mebika, justement, sur la question. Y a-t-il pas lieu de s'interroger quand même? Est-ce que Albert Ayomba tout à l'heure a bien fait savoir que dans ce parti politique, on a eu à expérimenter les investitures d'une part et les renouvellements, les investitures par les partis, les investitures par les militants. Pourquoi aujourd'hui, en 2015, le RDPC a-t-il autant mal à cette opération de renouvellement par les militants? Bien, c'est un problème que l'on peut considérer comme général, parce que je me rends davantage compte qu'il y a une question liée à l'absence de formation des cadres politiques. Parce que véritablement, vous savez, tout dépend. Mais il y a quand même une académie du RDPC qui a été créée par le président national, qui vient d'être créée. On attend de voir comment elle sera mise en œuvre. Ça a peut-être mis du temps. Oui, 33 ans après, vraiment, je pense qu'il y a encore véritablement matière à réflexion. Mais je pense que lorsque on voit le cadre général, il faut davantage observer que à partir du moment où il n'y a pas des objectifs à long terme par rapport à la socialisation politique des masses électorales, il y aura toujours ces différents dysfonctionnements. Parce que le problème général visait davantage à questionner notamment la culture politique des différents cadres. Lorsque quelqu'un parachute au sommet de la section, ça pose un problème. Or, il y a une trajectoire déterminée à suivre. Comité de base, comité de section, sous-section, section, entre autres. Mais lorsqu'il y a justement ce parrainage-là qui est observé et qui est davantage construit par un ensemble d'élites du parti au pouvoir, qui sont considérés comme des délégués du comité central, ça pose un problème. Il y a donc des biais que l'on peut observer en termes de formation. Or, on devrait davantage se soucier d'un travail à la base qui devrait davantage être implémenté justement par l'académie qui vient d'être créée, notamment avec des différents acteurs qui sont imprégnés d'une expérience beaucoup plus notable et considérable, à tel enseigne que l'on peut davantage former ces masses électorales. Mais l'on se rend davantage compte que c'est lorsqu'il y a un contexte déterminé lié notamment aux investitures, ou bien lié au renouvellement, ou bien lié même aux échéances électorales, législatives, municipales et présidentielles, qui a un activisme de fond en comble. Or, le travail devrait davantage être permanent, à tel enseigne que l'on peut davantage enseigner aux différents acteurs politiques un ensemble de notions fondamentales liées à la compréhension même des enjeux politiques qui se posent avec acuité par rapport à un ensemble de questions déterminées. C'est la raison pour laquelle, finalement, on se retrouve avec des mauvais députés, avec des mauvais sénateurs, avec des mauvais conseillers municipaux et des mauvais maires qui ne maîtrisent pas un ensemble d'enjeux déterminés par rapport à la marge des affaires de la République et par rapport aux nouvelles exigences qui se présentent lorsque l'on voit un ensemble de questions déterminées. Parce que lorsque je prends toujours le cas, notamment de la maîtrise de la décentralisation, vous allez vous rendre compte que des acteurs politiques ont un ensemble de problèmes déterminés en termes de maîtrise même des acquis, en termes de maîtrise même des enjeux de cette question déterminée. Il y en a comme ça, une kyrielle de questions que les acteurs ne maîtrisent pas sur le terrain et ça montre véritablement qu'on ne se préoccupe que des enjeux immédiats liés notamment à la captation de tels suffrages pour justement être soit maire, soit député, soit président de section, entre autres. Or, en réalité, finalement, quel est le degré d'acteurs politiques que nous avons justement au sommet de nos instances? C'est là
c'est pour cela que l'on peut davantage se préoccuper de façon générale de ces différents éléments-là. Alors, André Parfait-Bel, c'est peut-être à se demander si les problèmes du RDPC ne sont pas orchestrés par la hiérarchie de ce parti. Elle ne pourrait pas orchestrer des problèmes pour elle-même. Il se trouve simplement que c'est cette hiérarchie qui est le problème. Vous demandez à quelqu'un de faire ses classes. Pendant ce temps, un ancien haut fonctionnaire vient d'être bombardé ministre et entre au parti par le sommet. C'est difficile de faire des émules dans ces conditions, sinon vous ne faites que des émules parachutés. Vous ne pouvez pas demander à Yomba d'être militant de base, comité de base, sous-section, section. Il y passe 20 ans. Pendant ce temps, un type qui n'était rien du tout, administrateur civil ordinaire, comme il y en a des centaines aujourd'hui, une fois que les réseaux l'ont installé, ministre de quelque chose, il revient comme délégué du comité central. Évidemment, un parti qui marche comme ça, moi j'ai très envie de ne pas être dedans. Dieu merci, je ne suis pas dedans. Les autres, je ne sais pas comment ils font, mais... C'est-à-dire qu'il faut être un type à peu près anormal pour vivre dans une affaire comme ça. C'est-à-dire, la Yomba, je les salue, ils sont très forts, je ne sais pas comment ils font, mais... Non, mais on bombarde des gens tous les jours. C'est-à-dire, à peine on a nommé un type, même le 2 octobre, je ne veux citer personne, vous verrez des gens qui sont passés délégués du comité central dès après le 2 octobre. Ça n'a pas, alors qu'ils n'étaient pas... Ils n'étaient pas spécialement actifs dans leur militantisme dans le parti. Ils n'étaient rien du tout avant. Donc, je crois que ça ne permet pas d'avoir... Le RDPC est un parti administratif. Vraiment, il est difficile qu'il soit autrement. Mais comme ça sert ceux qui le pilotent, parce que justement, ça embastille, ça caporalise ou ça embrigade. En tout cas, ils sont très heureux d'être là-dedans. Je vois des gens rouler des mécaniques pour entrer au comité central. Il y en a, comme vous savez, qui achètent les places. Et ça, je le dis de façon très précise, je connais des exemples. Il y en a qui ont même payé et qui n'y sont pas entrés. Or, il y a 250 personnes au comité central du RDPC aujourd'hui. Et ce n'est pas un lieu de décision. C'est-à-dire que c'est au pur une espèce de forum de représentation pour que chacun aille faire le malin dans son village ou dans son quartier. Mais on ne décide pas au comité central, comme chacun sait. Alors, Dr. Louisa Samba, est-ce que finalement la hiérarchie du RDPC peut mettre fin à cette tension-là? Est-ce qu'elle pourra tirer des enseignements de ce qui se passe en ce moment sur le terrain? À mon sens, ce sera bien difficile. Ce sera bien difficile parce que je pense que le constat qui se laisse entrevoir, c'est quoi? C'est que on a deux types d'acteurs, ou du moins deux types de membres, c'est-à-dire que d'origine diverse. Vous avez ceux qui sont portés, c'est-à-dire qui deviennent membres à la suite d'un décret. Vous avez, ils n'ont jamais fait une section de base, d'ailleurs, Parfait l'expliquait de manière remarquable. Ils n'ont jamais fait une section de base, une sous-section, ainsi de suite. Par décret, ils sont parachutés au parti. Donc, en fait, ils se retrouvent dans le parti par obligation. Cela peut être une méthode de cooptation, peut-être? Non. Dans la politique, la cooptation, c'est une mesure classique, rétrograde, qui n'a plus sens et pertinence, qui n'a plus sens d'être. Dans ce cas-là. Ce qu'il faut préciser, c'est-à-dire que vous m'avez un peu interrompu, je disais qu'on devient membre du parti par obligation. Obligation, c'est-à-dire à la suite d'un décret. Et maintenant, vous avez d'autres membres qui sont là par conviction, un peu comme notre ami qui vient de Yaoundé. Alors, et là, ça se pose donc un problème sérieux. La hiérarchie ne peut pas facilement se départir de cette technique qui sont déjà des vieilles habitudes ancrées dans les mœurs. Et partant de là, il serait bien difficile qu'elle s'en départisse. Donc moi, je pense que pour repenser la chose de manière démocratique, il faudrait qu'on privilégie le vote, il faudrait qu'on privilégie l'élection. Par là, elle va régler la hiérarchie réglera aisément le problème qu'il se posera plus, à mon avis. Albert Ayomba. Oui, mais je voulais partager effectivement le cliché que viennent de faire mes deux précédents intervenants, André Parfait-Bel et le docteur. Et donc vous êtes totalement d'accord qu'il y a des militants qui sont parachutés dans ce parti politique? C'était très clair. D'ailleurs, le chef. Et comment vous réagissez, vous qui êtes à la base? Non, le chef de l'État lui-même, le chef du parti, avait condamné ça en disant que le RDPC ne doit plus être un parti d'état-major. C'est-à-dire que ce n'est pas quand vous êtes déjà élu que vous pensez au parti. Et on se posait les questions de savoir comment est-ce que le parti allait faire pour résoudre ces problèmes. Les premiers signaux sont venus de ces renouvellements. Vous savez qu'avant, vous pouviez n'avoir jamais milité nulle part et devenir président des sections comme ça, simplement parce que soit vous avez un décret, soit vous avez une bourse. Mais aujourd'hui, pour être président des sous-sections, il faut justifier d'un militantisme avéré à un certain niveau des structures du parti.
pour devenir président de section, si vous n'avez jamais été militant à la base, président d'un comité de base ou membre d'un bureau de section, vous ne pouvez pas l'être. On perce au pain fin ces candidatures et on vous écarte. Donc c'est déjà une très grande avancée et c'est une satisfaction pour nous les militants qui souvent n'avions que nos larmes pour voir comment les grands entre guillemets venaient nous arracher les strapontins au niveau de la base sans véritablement tenir compte de ce que nous on avait fait à tous les niveaux. Nous souhaitons simplement que ce nouveau ton qui est apprécié de tous les militants qui vient d'être donné par la hiérarchie du parti se poursuive dans 2 ou 3 ans lors des opérations des élections législatives et municipales. On a mis du temps pour qu'il y ait le renouvellement des organes de base. Est-ce que cela ne justifie encore pas la situation actuelle? Bon, mieux vaut tard que jamais. Vous savez, le pays fait quand même face à un certain nombre de preuves. Je pense que le RDPC, Parti républicain, devait effectivement intégrer son agenda dans ces priorités que le pays a. C'est en train de se faire maintenant. Je pense que ça va finir d'ici quelques jours. Mais j'ai dit l'un des points positifs qu'il faut retenir de ces militants, c'est le verrou de ces renouvellements. C'est le verrou qui a été mis pour l'élection ou bien l'arrivée au niveau des strapontins, au niveau de la base. Il faut que ces mêmes verrous-là soient pensés et être mis en œuvre pour les élections législatives, municipales et même évidemment pour qu'on donne un poste de ministre à quelqu'un. Si vous avez un ministre au village qui ne salue personne, qui ne connaît personne, ça pose quand même un problème réel. Et manifestement, la hiérarchie du parti s'intéresse. Et c'est l'un des bons points que la presse aurait dû également relever, mais je n'ai vu nulle part que ces sujets-là, cette question-là a été traitée. Très bien. Merci donc à vous pour ces réactions. Je propose à présent d'évoquer la deuxième thématique de cette édition de droit de réponse qui s'intéresse à la Fédération camerounaise de football. Et vous savez, un autre rebondissement encore cette semaine du fait de ce communiqué radio-presse publié par le ministre en charge des sports et de l'éducation physique. Alors, Serge Mebiko, est-ce que dans les rédactions, on s'attendait à cet autre rebondissement? A priori, a posteriori, oui. Parce que, évidemment, lorsqu'il y a un tel combat, parce qu'il faut relever que nous sommes là dans un combat qui est marqué d'un conflit déterminé entre les différents acteurs, les adversaires qui s'étripent au quotidien. Mais lorsque l'on voit véritablement la façon dont ce traitement a été observé par rapport à ce conflit-là qui date déjà, ça montre véritablement qu'il y a un ensemble de détails que l'on peut davantage mettre en parallèle, parce que nous avons justement constaté que ce rebondissement-là consistait justement à tabler notamment sur le communiqué de presse du ministre des Sports et de l'Éducation physique qui a sanctionné à la fin de la récréation, entre guillemets. Mais au-delà de ces différents papiers de compte rendu, on peut davantage avoir une impression de quelques insuffisances, parce que véritablement, on n'a pas opéré un questionnement déterminé sur ce communiqué de presse-là. Parce que vous voyez, lorsque l'on alimente les différentes conversations, l'on se rend davantage compte que, au-delà de ce compte rendu, si l'on avait questionné ce communiqué de presse, on se serait davantage attendu à un ensemble d'éléments supplémentaires, à savoir, évidemment, est-ce qu'il y a eu parallèlement un acte déterminé, lié notamment à une arrêté, qui devrait justement avoir lieu, à tel enseigne que l'on peut davantage passer d'un élément lié à un communiqué à une arrêté déterminée. Premier élément. Deuxième élément, on a également senti l'orientation analytique de ce communiqué au niveau, aussi bien sur le plan de la forme que sur le plan du fond. Parce que véritablement, on ne peut pas seulement se satisfaire du compte rendu visant davantage à opter pour la logique liée au game over, c'est-à-dire à la fin du match, alors qu'en réalité, il y a des éléments qui transparaissent. Et heureusement, au lendemain de l'apparition de ce communiqué, là, on a justement observé que les adversaires du canton Biaroko ont également publié un nouveau communiqué pour justement nous faire savoir que véritablement il y a encore des faiblesses que l'on peut davantage noter au niveau de l'orientation de ce communiqué. Et entre autres, on va revenir là-dessus tout à l'heure sur l'orientation de la forme et du fond, parce que l'on se rend davantage compte que la décision du ministre est en réalité lacunaire parce que véritablement cet acte véritablement ne peut pas supplanter une décision de l'ordre juridictionnel. Si oui, l'on se serait attendu qu'il y ait notamment un arrêté puis pour justement sanctionner justement ce cas-là. Mais lorsqu'il n'y a pas ces éléments qui sont davantage répertoriés dans un traitement suffisamment approfondi, on peut se poser la question, parce qu'on ne peut pas seulement se limiter à des papiers factuels, mais aller au-delà en faisant des papiers d'opinion qui puissent davantage nous renseigner sur le questionnement sur ce communiqué-là. Très bien. Alors justement, comment il est possible, Dr Luzet Somba, de comprendre la sortie du ministre? Sandrine, il faut pouvoir le souligner.
Vous savez, le ministre a fait une sortie, nous l'avons tous constaté. Ce qu'il faut dire, c'est que, soucieux certainement de préserver la sérénité dans le domaine du sport, parce que ce problème était déjà potentiellement porteur d'instabilité sociale et virtuellement vecteur d'instabilité institutionnelle, le ministre a cru bon de piétiner la légalité pour asseoir l'ordre public. Et c'est ce qui peut justifier cette sortie, le fondement de cette sortie. Mais y est-il parvenu de votre point de vue? Pardon? Y est-il parvenu? C'est ce que nous allons donc commenter pour pouvoir dire que, vous savez, il se pose là un problème qui voudrait que l'exécution d'une décision de justice par le respect de l'autorité administrative. Et c'est ça qui fait problème. Ce que vous devez relever, c'est quoi? C'est qu'en réalité, le ministre, en prenant cette décision, justement, comme je l'ai indiqué, chercha à rétablir la paix au sein du sport, dans le domaine du sport. Mais maintenant, la technique qu'il a prise à travers ce communiqué me semble ne pas être la bonne sortie. Il a voulu violemment ouvrir une porte à double serrure, et c'est ce qui justifie là aujourd'hui les tensions que nous vivons. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le communiqué qui est pris, un communiqué ne peut pas annuler une décision de justice, à moins que ce soit un acte réglementaire, vous voyez, un acte réglementaire, mais qui n'annule pas un acte, mais qui atténue les effets de l'exécution d'une décision de justice. C'est ce qu'on appelle en droit, techniquement, les validations réglementaires. C'est-à-dire que qui interviennent pour empêcher l'exécution, qui empêche les effets de l'exécution d'une décision de justice. Il faut pouvoir signaler. C'est un communiqué. Vous savez, en droit, un communiqué, au même titre qu'une note de service, ne sont que des mesures d'ordre intérieur qui déterminent le fonctionnement et l'organisation interne de la structure. Mais si ce communiqué est empreint d'un excès de pouvoir, c'est-à-dire qu'en réalité, il modifie l'ordonnancement juridique et porte atteinte aux droits juridiquement protégés, ça fait l'objet d'un acte administratif unilatéral qui peut être susceptible d'être porté à la connaissance du juge. Vous savez, si déjà une lettre peut être portée à la connaissance du juge, comme l'a dit le juge dans l'arrêt Association de Tabernacle et des Aigles, ça démontre très bien que le ministre a fait donc une sortie qui, ma foi, est hâtive. Mais il aurait pu faire autrement. Je ne sais pas si on aura une partie réservée aux solutions, parce qu'il aurait pu faire autrement. On tentera de voir tout à l'heure ce qui est possible d'être fait et à quel niveau. Donc, ça veut dire, je voudrais chuter donc pour dire qu'en réalité, il se pose là un problème de légitimité électorale querellée à la base, qu'accompagne une légitimité institutionnelle affirmée au sommet par le ministre des Sports. Et c'est ce qui est aujourd'hui à l'origine de toute cette tension que nous vivons. Alors, Albert Ayomba, que faut-il donc retenir de cette sortie du ministre? A-t-il simplement cherché à faire du politiquement correct, essayer de remettre tout le monde sur la table des négociations, essayer de retrouver le consensus? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Ce qu'il fallait faire, c'est ce qui a été fait par le ministre. Et c'est ce qui a toujours été fait. Et personne n'en a jamais parlé. Je vous tiens à signaler pour votre gouvernement que le ministre sortant à Doumgaro a pris comme ça 9 communiqués, ils sont tous répertoriés, à l'époque tous en faveur d'un camp et personne ne s'était jamais offusqué. C'est-à-dire en faveur de quel camp? Vous savez tous que M. Doumgaro a toujours pris un communiqué, c'est substituant un juge d'exécution de peine, on peut sortir tout ça, c'est-à-dire demandant qu'on fasse ceci ou cela. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un s'en offusquer. Alors, et que sont devenus ces communiqués? On a toujours appliqué. Chaque fois, on a toujours appliqué. Vous avez même vu le président du comité de normalisation annuler les comités de normalisation qu'il avait mis en place dans les départements, les régions, parce qu'un communiqué du ministre était venu dire que la CCA s'est prononcée sur cette question. Il faut que vous appliquiez. Mais bien sûr, ça s'est passé. Donc, on a toujours vu. Et tu as raison, Albert. Le ministre s'est toujours posé en garant de l'ordre républicain. Exactement. Et en ce qui concerne le mouvement sportif, il n'y a pas mieux que le ministre des Sports pour être ce que nous appelons l'entité qui détient le monopole de l'arbitrage final. C'est lui qui est au début, c'est lui qui est au milieu, c'est lui qui est à la fin. Maintenant, si les acteurs de la contestation estiment effectivement qu'il y a un problème, je pense que le professeur de l'enseignant de droit vient d'indiquer qu'il y a les voies de droit pour attaquer l'acte du ministre. Mais je tiens à dire également que le communiqué est un document de communication. Je pense que les journalistes qui sont ici vont effectivement, qui rend compte, qui synthétise, qui rend compte d'un certain nombre de mesures qui sont prises et qui ne peuvent pas être totalement mises comme ça sur la place publique pour la compréhension de tout le monde et qui synthétise un certain nombre de choses. Donc rien ne prouve, docteur Essomba, que
derrière le communiqué, il n'y a pas d'autres actes qui ont été pris effectivement en conformité avec la loi pour aller dans le sens de ce qui est dit. Alors, est-ce que je voudrais un peu intervenir. J'ai le communiqué sous mes yeux et je l'ai bien indiqué. Dans la nature juridique, un communiqué n'a aucun effet de droit. C'est-à-dire que ça ne peut pas être attaquable devant le juge. Mais dès lors, si ce communiqué est un point d'un excès de pouvoir, si ça modifie l'ordonnancement juridique et porte atteinte aux droits juridiquement protégés, il devient par là un acte administratif faisant grève et susceptible d'être porté à la connaissance du juge. Voilà. Alors, André Parfait-Bel, est-ce que la sortie du ministre n'est pas justifiable, surtout en ce moment que l'on peut considérer comme un moment de crise au sein de la Fédération camerounaise de football? C'est justifiable. M. Bidon a pris fait et cause comme hier avant lui, M. Ona, pour un candidat. Et c'est totalement justifiable et logique. Moi, je ne m'attendais pas à moins que ça. M. Bidon est dans la poche de M. Tombi, comme avant lui, M. Ona. Et je parle devant des téléspectateurs sur une chaîne de télévision. Donc, on ne dise pas que c'est pas moi qui ai dit. C'est moi qui dis qu'il a pris fait et cause. Et après, on ajoutera les raisons pour ceux qui veulent. Maintenant, chacun est libre de faire ce qu'il veut. J'ai entendu quelqu'un qui, vous savez, aujourd'hui, a tellement d'experts sur vos plateaux et télé. À la radio à Yaoundé le vendredi, j'ai entendu quelqu'un qui dit être expert de je ne sais plus quoi en matière de défense et qui disait que le ministre est une institution. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que les gens vomissent des bêtises comme ça à longueur de journée. Et comme souvent les journalistes, je parlais de la carte de presse, il n'y a pas, les journalistes même n'étant pas outillés, personne ne peut lui dire arrête ton char, tu vas dans le mur. Voilà un type qui dit qu'il est expert et raconte des sottises aussi grosses. Non, le ministre n'est pas une institution. Deux, le ministre a fait un acte de communication, Albert l'a tant si bien rappelé, qui vaut ce qu'il vaut. C'est-à-dire que le ministre est lui aussi autorisé à parler. Kalkab a aussi été autorisé à parler, sauf qu'il aurait pu se taire compte tenu de sa position du président du CIO, du Comité national olympique, autant pour moi. Donc, le ministre qui a pris fait et cause pour M. Tombi, a décidé de continuer le passage en force qui, comme vous vous en souvenez, a commencé depuis un certain temps. Oui, Albert, l'ancien ministre a pris des communiqués qui ont été respectés parce que, comme vous le dites, l'ancien ministre prenait des communiqués pour dire respecter les décisions de justice, de juridictionnel. Donc, dans le cas d'espèce, il disait la CCA a décidé que je vous prie, s'il vous plaît, de respecter ces décisions. Monsieur Bidon arrive aujourd'hui. Il revient au poste de ministre des Sports, pour ceux qui savent, et il a une histoire à son à son premier passage au ministère des Sports. Il revient aujourd'hui et décide que lui, tout seul, est au-dessus des juridictions et des décisions prises par celles-ci. C'est un fait nouveau au Cameroun, c'est un fait nouveau mondial. Bon, ça va être classé là où les faits nouveaux de cette nature vont être classés, mais il n'a pas rendu service à son poulain qu'il voulait protéger. Parce que jusque-là, on a évoqué le consensus, il y a eu des acteurs de consensus, il y a eu toutes sortes de choses, mais personne n'a daigné rendre public un écrit de cette nature pendant toute cette affaire-là. Il y a eu 1000 réunions à la primature, il y en a eu de messes basses de nuit et de jour. Eh bien, M. Bidon a décidé que ça ne suffisait pas qu'il fasse ami-avis avec Tombi, il va essayer de le protéger par tous les moyens. Il a donc pondu ce communiqué. Je ne le commande pas parce que j'ai participé à la rédaction de notre réponse. Elle est disponible dans les médias, tout le monde sait ce que nous pensons de ce communiqué. Et bien entendu, puisqu'on va en parler par la suite, j'aime autant vous dire que le communiqué du sieur Bidon ne nous arrêtera pas. Donc, tout à l'heure, on saura ce qui va se passer par la suite. Albert Ayoba. Vous m'avez vu très amusé quand mon grand frère André Parfait-Bel présentait l'ancien ministre comme étant le défenseur de la légalité et de la sérénité. Il l'a si bien fait, M. Adoum Garoua, qu'on a très bien vu comment il a installé M. André Mbon à la tête de la Fédération camerounaise de l'haltérophilie. Mais nous savons tous que ce monsieur a bien brillé par un piétinement des sentences de cette chambre. Vous savez bien que le président de la Fédération camerounaise d'haltérophilie avait vu son élection être invalidée par la CCA, alors que c'est M. Mbon qui avait été élu. Mais M. Adoum Garoua avait bien pris une position en prenant plutôt lui une correspondance. Totalement d'accord, Albert. Ça m'amuse quand on me dit que l'ancien ministre était un chantre et qu'aujourd'hui que le ministre des Sports... Albert, je t'arrête 30 secondes pour ne pas mettre dans ma bouche ce que je n'ai pas dit. Oui. Je ne peux pas dire qu'Adoum Garoua, que j'ai personnellement à plusieurs reprises, c'est encore l'occasion de le faire qualifier d'incompétent,
Je ne peux pas dire qu'il est un chantre du bon droit. Bon. Je dis que dans les communiqués qu'il a émis concernant la FECAFOOT, il a rappelé à chaque fois qu'on s'en tient aux décisions de la CCA. Pour le reste, il a posé des actes que je suis parmi ceux qui condamnent, comme celui auquel vous faites référence. Alors, André, accordons-nous donc avec le grand frère André Parfait-Bel que tout au moins la question n'est pas nouvelle. Ce type de décision n'est pas nouvelle ni au Cameroun ni ailleurs, comme il tendait à vouloir le faire croire. C'est ce que je voulais préciser. C'est-à-dire qu'on a piétiné la décision de la Chine. Non, Albert, ailleurs on ne piétine pas les décisions de justice, Albert. Non, non, donnez un cas, donnez un exemple. Je n'ai pas dit qu'on piétinait, mais je dis que le ministre est dans son rôle de valider une élection ou de ne pas la valider, alors, de suivre la CCA ou de ne pas le suivre. Il est le garant et dans cette perspective-là, je continue, je signe, je persiste, je dis que le ministre Bidonkwat a fait ce qu'il devait faire. Tout à fait. Alors, que répondez-vous à ceux qui parlent si quelqu'un n'est pas content, si les gens estiment, est-ce qu'on proclame l'ingérence? Non. Je crois que le docteur Essomba est là. L'ingérence se constate par les voies réglementaires et judiciaires. Il faut être capable de le prouver. Il ne faut pas venir le dire à la télé. Ce n'est pas à la télé qu'on sait s'il y a eu ingérence ou pas. Tout ce que nous faisons ici, c'est de la fumisterie. C'est-à-dire que si quelqu'un estime qu'il y a ingérence ou abus de pouvoir, il faut qu'il aille ester le ministre là où cela peut être constaté ou prouvé. Je veux juste corriger Albert. Si lui il est un fumiste, on n'est pas tous des fumistes, donc on ne fait pas de la fumisterie. D'accord, on est bien d'accord, monsieur. Vous n'êtes pas fumiste. On donne nos avis, qui valent ce qu'ils valent, qui ne sont pas des actes. Ce sont ces avis que moi je qualifie, puisque le docteur Essomba a très bien clarifié la situation. S'il y a abus de pouvoir, s'il y a, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un certain nombre de choses, c'est pour ça que je vous ai dit, il faut effectivement que ceux qui estiment que ces choses-là sont là aillent dans ce pouvoir. Sandrine, je veux juste ajouter 30 secondes. Pour le moment, c'est la décision du ministre qui vaut. Oui. Elle vaut. J'ai juste en 30 secondes André Parfait-Bel avant Serge. Oui, non, je veux dire que nous, on fait les choses dans l'ordre. Premièrement, on avait estimé que les textes de la Fédé sont mal faits. On a fait ce qu'il y avait à faire. Là où il fallait aller, on y est allé. On a eu gain de cause, on a continué. On a eu gain de cause le 12 novembre, on va continuer. Je vous répète que les actes de M. Bidon, par tout ministre des Sports qu'il est, ne sont pas de nature à nous arrêter dans notre démarche, parce que nous sommes du côté du droit et que lui n'est pas du côté du droit. Mais lorsque le ministre j'aurais voulu qu'il faut préserver qu'il faut préserver le consensus, qu'il faut remettre tout, qu'il y a par exemple, il n'y a que le Cameroun organise quand même les camps 2016 et les camps 2019, et que cela ne suffit pas pour s'arrêter et se dire qu'il faut continuer ensemble. Mais justement, je crois que le Cameroun n'est pas autorisé à servir à la face de l'Afrique la bêtise du Cameroun. Ce serait grossier. La FECAFOOT n'organise pas de Cannes, Madame Yamga. Mais qu'on arrête de raconter des bobards. La FECAFOOT n'organise pas de Cannes. Vous savez très bien que le ministre a évoqué ces le ministre choisit les arguments de son niveau. Chacun a les siens. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La FECAFOOT n'organise pas de Cannes. La Cannes est organisée par l'État du Cameroun. Il faut que les gens le sachent. Que les filles, ce soit les filles ou les garçons, c'est l'État qui organise, madame. Et le COCAN n'est pas piloté par le président de la FECAFOOT quand le COCAN viendra. Ni des filles, ni des garçons. Il faut que les gens arrêtent de raconter des histoires. C'est pas la FECAFOOT qui construit les stades. C'est pas elle qui s'assure que les télécoms fonctionnent dans un pays, madame. Donc, maintenant, pour revenir à son affaire de sérénité, le seul garant de la sérénité est le respect de la loi. Moi, j'ai très envie de suivre Albert et de dire, très bien, le ministre estime que la CCA n'a pas fait son job. Il faut que le ministre nous réponde, Albert, à nous qui sommes les gens du foot. Est-ce que les textes de la FECAFOOT violent la loi du Cameroun? Le ministre peut répondre en continuant de dire que malgré tout, Tombi a gagné. Il n'y a pas de problème, mais qu'il nous réponde. Il ne peut pas ne pas nous répondre et continuer une fuite en avant qui est hélas désastreuse pour la République. Voilà. Alors c'est Serge Mebukor, le ministre des Sports aurait-il pu faire autrement? Oui, pourquoi pas. Vous savez, lorsque vous avez une certaine statut en termes de fonction du pouvoir, il faudrait véritablement que l'on se situe dans le strict respect de la loi. Et à partir du moment où vous flouez la loi, il faut vous mettre en parallèle un ensemble de conséquences négatives que cela peut avoir si jamais on est en face des actes récurrents. Parce que véritablement là maintenant, ça nous permet davantage de nous souvenir de ce qui s'est passé lors des années antérieures par rapport à d'autres instances ministérielles. Vous savez bien que la Cour suprême avait donné raison à la CMC à 11 reprises par rapport à la gestion du droit d'auteur, mais
l'ancienne MINAC, la ministre des Arts et de la Culture, n'avait jamais appliqué cette décision de justice. Donc ça nous permet de savoir que véritablement, on est là dans le déni de l'état de droit. Et ça pose un problème. Et deuxièmement, il faut également constater que je pense que lorsqu'il y a une décision, une sentence à la dimension de celle de la CCA, je pense qu'il faut véritablement se situer dans cette perspective-là. Mais malheureusement, le ministre est dans une arène gouvernementale où véritablement l'on se fie à un ensemble d'obligations déterminées. Parce que je me rends davantage compte qu'il se préoccupe beaucoup plus des enjeux à court, à moyen et à long terme par rapport aux compétitions que nous aurons organisées qu'en 2016, qu'en 2019 entre autres. Mais véritablement, l'on ne se préoccupe pas des travaux de fond qui devraient davantage être implémentés pour justement régler la question d'un ensemble de différences par rapport au toilettage des textes de la FECAFOOT, par rapport également au respect d'un ensemble de privilèges des acteurs du sport roi. Parce que si l'on revient maintenant dans la logique, si on revient à la logique du consensus dont on parlait tout à l'heure, effectivement, André Parfait le relevé fort opportunément, on n'a jamais eu un ensemble de résultats ou bien un communiqué nous faisant état de ce que voici ce qui a été décidé par rapport au consensus entre les différents acteurs. Il faut également relever que est-ce que tous les acteurs ont véritablement participé à ce consensus? Et c'est là où on peut noter un ensemble d'aspects discriminatoires par rapport à tel ou par rapport à tel autre. Parce que lorsque l'on parle du consensus, il faut respecter au moins un minimum de logique, d'aspiration et de desiderata des différents acteurs. Mais à partir du moment où il y a des discriminations, les uns et les autres peuvent se retracter et activer le levier de la contestation de manière justement à acter les procédures judiciaires. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, vous allez noter qu'on va là vers un cycle d'un éternel recommencement. Si jamais il n'y a pas d'acte déterminé, et ça pose un problème. On a donc l'impression qu'on veut beaucoup plus faire du saupoudrage ou bien du rafistolage, alors qu'en réalité, il faut attaquer le problème à la racine, de manière à pouvoir résoudre cela. Alors, avant de revenir au docteur Louis Somba, Albert Ayomba, y a-t-il eu consensus? Bien sûr, il y a eu consensus. Avec quels acteurs? Les acteurs majeurs de la crise, c'est tout. Il y a eu consensus entre les acteurs majeurs de la crise que tout le monde connaît. Certains se sont volontairement retirés de ce consensus pour des raisons que je continue d'ignorer. Et je pense que les gens sont allés dans ce qui était construit dès le départ par les institutions politiques. Donc il y a eu consensus. Alors s'il y a eu consensus, comment interprétez-vous donc cette réponse ou bien ce contre-communiqué d'Abdourahmane et compagnie après la sortie du ministre? La volte-face, c'est un mot français. Il n'a pas été inventé par la langue pour rien. C'est simplement que dans la vie, il y a bien des gens qui peuvent dire oui et demain ils disent non. Donc nous sommes là dans un cas typique et partant de volte-face. Tout le monde sait que c'est ça. De la part de qui? Je voudrais également dire une chose. Je pense qu'on parlait d'un acteur précis tout à l'heure. Je voudrais également dire que je m'étonne quand même et je m'interroge qu'André Parfait-Bel, qui connaît très bien comment un certain nombre de mécaniques sont huilées, disent qu'on n'a pas besoin de la fédération pour organiser les compétitions internationales. Moi, je suis proche d'un certain nombre de dossiers. J'ai dit que la place de la fédération est indispensable dans la mise en œuvre de cette mécanique parce que c'est elle qui est le lien gordien, c'est-à-dire le relais fondamental, le relais technique. Moi, je vois les documents qui viennent de la CAF. Je vous dis que c'est impossible d'organiser de tels événements. Puisqu'il y a des commissions et autres à mettre sur pied. Très bien. Non, mais au-delà des commissions, il a raison, je reviens dessus. Donc, j'ajoute, et je dis encore que je le signe, je persiste. Si on veut qu'on revienne sur les effets ou alors sur le fond d'un certain nombre de choses qui ont aggravé la crise, on pourrait dormir ici. Parce que j'entends les gens qui se font chanter la légalité, le ministre a outrepassé la légalité. Mais ça commence où? Le docteur Somba est là. En droit, ils nous ont appris en première année la notion de l'autolimitation juridique. L'institution, quelle que soit, qui est chargée de rendre compte de la justice ou d'appliquer les actes réglementaires, est elle-même d'abord conditionnée au respect de ses propres procédures et des lois qui la régissent. Pensez-vous que la CCA, dont on parle aujourd'hui, ait évolué dans ces circonstances? Le ministre ne pouvait pas laisser que le lit de l'imposture qui est venu souiller cette chambre respectable continue. Et c'est pour ça qu'il parle que cette chambre, dans son communiqué, a outrepassé ses compétences. J'ai pris deux faits seulement pour vous rendre compte des choses qui se passaient, qui étaient terribles et qui étaient décriées par l'ensemble des observateurs. Vous prenez le code des procédures, c'est comme un manuel que vous faites vous-même dans le cadre de l'exercice de vos fonctions. Le code des procédures, devant la Chambre, dispose en son article 13 que les procédures devant la Chambre sont 1. La conciliation, 2. L'arbitrage, 3. L'avis. Et je crois qu'il y a une quatrième, j'ai sauté. Il y a 4 procédures quand même. Mais quand vous descendez à l'alinéa 14, à l'article 14, alinéa 2A, on vous dit que
Pour arriver à l'arbitrage, la conciliation est obligatoire, exception faite des cas de dopage. C'est-à-dire que lorsque moi j'ai un problème avec André Parfait-Bell, nous licenciés de la fédération, et que je me rends devant Serge-Aimé Bicol, qui en est la CCA, avant de passer à l'arbitrage, vous êtes obligé de passer par la conciliation. Si on ne s'entend pas, il y aura un procès verbal de conciliation, de non-conciliation, qui démontrera alors la raison fondée pour passer à l'arbitrage. Cette chambre a piétiné, foulé et toujours piétiné cette disposition interne à son propre fonctionnement. Et vous pensez qu'on pouvait, le ministre allait continuer à laisser? Prenons maintenant l'ordonnancement juridique, on nous dit que oh, voilà ceci, ceci. Lisez très bien l'article 44 de la loi, en son alinéa 1. On dit que cette chambre est censée connaître les litiges opposant 1. Les clubs sportifs, les associations sportives, ou alors les licenciés de la Fédération camerounaise de football. Mais ce qui a été rendu dans la dernière sentence, tout au moins, parce qu'il y avait un acteur qui était dans la procédure de jonction. C'est quand même scandaleux du point de vue juridique. Je souhaiterais que le docteur de Somba se prononce là-dessus. Quelles sont les conditions qu'il faut réunir pour rester quelqu'un en justice? 3. C'est ce qu'on nous a appris en droit minimalement. Il faut avoir intérêt, il faut avoir la capacité, il faut avoir la qualité. Ben, on vous dit que dans cette procédure, il y a un acteur qui se retrouve. Je vais le nommer. Lequel? Monsieur Loga Emmanuel, qui apparaît là-dedans. Et dans le primitif, c'est vraiment risible. Littoral Maison Mère. Littoral Maison Mère n'est ni une organisation sportive affiliée à la FECAFOOT. Peut-être encore on aurait pu nous démontrer que M. Loga est licencié de la fédération pour justifier de ça. Donc il y a manifestement, du point de vue du droit, un problème qui se pose, puisqu'il y a quelqu'un qui n'a pas qualité qui est allé se présenter. Joseph-Antoine Bell, c'est normal, il est le président de Banjul, c'est reconnu de tout le monde. Abdourahmane, il s'est prouvé de la qualité d'étoile filante de Garoua, ça peut être discutable ou pas, mais il s'est prouvé. Il ne fait que s'en prévaloir. Voilà. Donc, j'ai dit qu'il y a quand même des problèmes. Il y a des dysfonctionnements graves dans cette chambre qui ne pouvaient plus qui ne pouvaient plus faire l'objet d'une inattention par celui qui est garant de. Et donc il fallait que le ministre intervienne. C'est ça. Alors, avant de revenir la légalité, parce que je les entends chanter ça matin, midi et soir. Avant de revenir à André Parfait-Bell, docteur Louise Somba, la Chambre de conciliation et d'arbitrage a-t-elle effectivement outrepassé ses compétences? Moi, j'ai relu le test. Je crois qu'elle ne sait pas, elle n'est pas allée outre de ses compétences. Elle a bien fait son rôle. Cette Chambre s'est appuyée sur la légalité. Moi, je dois dire, Sandrine, en violant l'article 13, bon, 14 l'article 1 lui donne cette compétence. L'article 1, non, pas de violer, de connaître de ses actes. L'article 1 lui donne cette compétence. Lui confère cette compétence. C'est ce que Bidou a fait qui est bon. Laisse les articles à terre. Je voudrais rassurer. Non, je voudrais vous rassurer. Non, je voudrais vous rassurer. Vous n'avez pas emprunté la bonne voie. Je vais dire une chose, Sandrine, nous sommes désormais dans un état de droit. Vous vous rappelez qu'à la visite de François Hollande à ce pays, le président lui a rassuré que la justice de notre pays est indépendante. Évidemment, à la suite d'un tel problème, quelle est la démarche qui était favorable? Il y avait donc une démarche externe et une démarche interne. La démarche externe consistait justement, pour l'État du Cameroun, de se pouvoir devant le TAS, devant le tribunal arbitral de sport, en y faisant un recours. Bien évidemment qui serait improbable dans sa finalité, parce que le TAS va continuer de donner raison à la Chambre d'arbitrage et de conciliation. Comment en êtes-vous si sûr? Et maintenant, parce qu'elle dit le droit. L'autre voie, vous savez qui est la plus... On peut épiloguer là-dessus. L'autre voie qui est la plus pertinente et qui devait être empruntée simplement pour qu'on évite tous ces problèmes, c'était justement la voie interne, qui passe justement par ce qu'on appelle la validation réglementaire. Cela veut dire quoi? Le président prend, ayant laissé que la décision de la Chambre de conciliation soit revêtue de l'autorité de la chose jugée, il prend un acte qui neutralise ses effets. Mais maintenant, s'il le fait, il va transgresser lui-même son rôle de garant de l'indépendance de la justice et en devenir le principal prédateur. Oufouette Boigny l'a fait en son temps, il a eu les foudres du peuple ivoirien et même au Burkina Faso en 1969. Alors, quelle est donc la voie qui restait? La seule voie qui restait donc était la voie de la validation. On mettait en marche, on mettait en branle la machine parlementaire. Et là, on utilise comment on appelle la validation législative, qui voudrait que le Parlement revienne sur l'article 23 et dispose désormais que les corps des métiers sont autorisés à élire le président de la FECAFOOT. Et cette disposition a un effet rétroactif. Par cette voie, Sandine, je crois que même Abdourahmane, qui connaît tant de procédures, et tous ceux qui sont tapis dans l'ombre, qui le postulent à aller de l'avant, devraient comprendre que c'est la loi, elle est dure, mais c'est la loi. Durant les
La loi est dure, mais c'est la loi. Et par là, le problème serait simplement résolu. On reviendrait dans la paix que le ministre de l'Éducation. Non, je pense... André Parfait-Bel. Donnez-lui la parole. C'est mon petit frère, je lui refuserai pas ça. Merci. Non, je pense qu'il y a... J'espère que vous ne plaindrez pas. Je pense qu'il y a une mauvaise appréciation des faits. D'abord, il n'est pas interdit au corps des métiers d'élire le président de la fédération. Pas du tout. Ça, il faut que le docteur et son mal le sachent. Ce n'est pas interdit. La loi ne proscrit pas l'intervention des corps des métiers au niveau fédéral. Il se trouve tout simplement que dans l'article 32 qui définit la ligue, et c'est justement là où on va rentrer dans le fond de la décision, est définie comme une ligue au sens actuel de la loi, un regroupement de clubs sportifs uniquement. Pas de corps de métier à l'intérieur. Or, plus loin, je crois que c'est l'article 32, alinéa quelque chose, la fédération, par contre, est définie comme étant un ensemble de ligues sportives, des corps de métiers et un certain nombre de choses. Je ne sais pas si vous aviez cette précision. Oui, voilà. Mais ce qu'il faut... Non, les corps de métiers n'ont pas pris part aux assemblées départementales ni régionales. Tout à fait. Voilà. Première chose, nous sommes étonnés que sur la base de cet article présumé ayant fait intervenir les corps de métier, que les élections ont été invalidées au niveau départemental. Mais je vais te dire pourquoi tu ne devrais pas te J'achève. Ouais. Lorsqu'on va au consensus, et c'est quand même un peu aberrant. Moi, je suis un ancien arbitre de football. Vous croyez que c'est logique qu'on nous chasse, nous les acteurs? C'est quoi les corps de métier? C'est les arbitres, c'est les acteurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous n'étiez pas là, M. Somba. Dans le consensus qui se construit, il se dégage que sur les 5 délégués qui doivent aller au niveau de l'Assemblée générale, les assemblées régionales en éliront 4. 4 exclusivement. Laissant la latitude au corps de métier extérieur à ces assemblées générales de désigner Assemblée générale le représentant des corps de métier. Parce que les corps de métier avaient demandé se sentant floués. Bon, maintenant je peux reprendre la parole, non? S'il vous plaît. Mais c'est moi qui t'ai prêté la parole. C'était donc le résultat d'un consensus. Et je voudrais que le docteur en droit que vous êtes nous dise quelle peut être la valeur d'un consensus au cours d'une assemblée générale de cette nature. Très bien. Il comprendra certainement tout à l'heure. Non, j'ai la parole maintenant. C'est que, Sandrine, c'était que merci pour la parole, je pense que je vais me laisser une minute. Ce que je voulais lui dire, en fait, c'est que par la validation législative, on va corriger l'article 23 qui n'est pas conforme au statut. Bon, alors, c'est l'article 23. Ce n'est pas l'article 23. J'ai entendu parler d'un article, les statuts, donc. C'est un sous-alinéa d'un sous-alinéa de l'article 23, alinéa 2B2. Voilà, il faut Albert, c'est ce qu'il faut conformer. Continue. Allons-y. Albert, merci grand frère pour la parole. Albert, continue la sissiparité, ça n'enlèvera rien à la pertinence de l'article. C'est-à-dire, divise l'alinéa en 50 sous-alinéas, va prendre le 50e, ça ne changera rien à la pertinence de l'affaire. Non, deux choses. D'abord, pour en terminer avec la parenthèse ouverte par Albert. Oui, on peut dire, d'abord, les corps de métier sont représentés à la FECAFOOT. Parce qu'au niveau fédéral, les corps de métier ont officiellement 5-6 places, je ne sais plus au total. Bon. Ce qui est mauvais, c'est qu'on a considéré qu'ils vont être représentés par ces personnes, mais qu'on va encore leur ajouter des représentants. Et pour leur ajouter ces représentants, on décide d'amputer les élus. Mais on décide de le faire sans élégance. Il ne faut pas oublier qu'on nous a bassiné les oreilles, que les gens qui ont fait ces textes, et Albert était... Et un jour, il m'a grondé sur un radio. parce que je lui disais que monsieur, on a tout agrégé qu'il peut s'être planté. Et voilà, on voit bien qu'il s'est planté. Vous ne pouvez pas décider que nous sommes ici sur cette table. Et on décide de représenter, on décide de choisir qui représente cette table, et on va prendre le caméraman qui n'est pas sur cette table. En termes principiels, ça ne marche pas. C'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, ce n'est pas envisageable. Et quand on dit que ça n'a pas eu d'impact sur les élections, bien sûr que si. C'est 10 places au total pour monter à la fédération. Ces 10 places, n'en déplaise à Albert, ont été choisies par M. Ona, qui a caporalisé pour le coup les représentants. Il faut que les gens sachent que M. Kaham Michel, président en exercice de l'association des entraîneurs, était, comme vous le savez tous, membre
de la normalisation. Que la normalisation, quand les gens sont sérieux, ils ne font pas un certain nombre de choses. Si vous êtes dans la normalisation, vous ne pouvez pas désigner des gens qui vont aller voter pour un membre choisi pour être votant. Car Michel ne devait pas choisir les gens qui représentaient les entraîneurs. Mais passons, pour moi c'est terminé. Maintenant, j'en reviens à cette notion de consensus. Vous savez, il faut dire les choses comme elles sont. Lorsque M. Ona a dit que Joseph-Antoine Bell n'avait pas de casier judiciaire, j'ai dit qu'il mentait. Et les gens ont estimé que le mot est fort, mais quand quelqu'un ne dit pas la vérité, ça s'appelle quoi? Un mensonge. Et celui qui dit un mensonge s'appelle quoi? Un menteur. Un menteur. Monsieur Bidonkwat est pris également en flagrant délit de mensonge. C'est donc un menteur. De concert avec toutes les parties prenantes réunies ce jour dans la salle des conférences du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Nous sommes en train de parler d'une décision que lui décide de mettre entre parenthèses. Je considère que les parties prenantes à cette affaire sont également ceux qui ont eu cette décision. S'ils ne sont pas là, il dit que nous sommes tous là. Ce jour, pas qu'il nous a reçus avant ou machin, ce jour du 18 novembre. Alors, si un ministre peut mentir en écrivant un mensonge public, je ne suis pas capable de lui prêter l'once d'une bonne foi en aucune autre matière. Alors, je regrette. Donc, des choses comme ça sont dramatiques. Non, je termine là-dessus. Les choses, en particulier parce que ce ministre, moins d'un mois avant cet acte, était en train de faire des leçons à la jeunesse camerounaise en tant que ministre de la jeunesse, ayant organisé un raout sur les questions liées à l'intégrité. Je suppose que vous avez la mémoire, vous êtes journaliste, vous savez que M. Bidon vient de la jeunesse et qu'il venait de faire un énorme ramdam sur comment les jeunes doivent faire attention, ce qui était très bien au demeurant. Et lui-même, patatras, dès qu'il vient, il vient s'embourber dans les histoires de foot encore une fois, en mentant et hontément et en écrivant un mensonge. C'est dramatique pour ne se tenir qu'à cela. Parce qu'il veut faire croire à tout le monde que les gens étaient là et ont accepté ce qu'il a dit, ce qui n'est pas la réalité. Il avait le loisir de dire que je me suis assis avec, non pas Kalkaba Malboum, président du CIO, qui est du CNOSC, qui était là, mais avec le secrétaire général, Maître Abolobi Olé, secrétaire général du Comité national olympique et sportif, et avec M. Tombi et les siens de la FECAFOOT pour décider de son cinéma. Ça ne tient pas la route. Alors, puisque nous allons sortir bientôt, la suite, c'est quoi que compte faire Abdourahmane Loga et Joseph-Antoine Bell? Qu'est-ce qui va se passer? Nous avons déjà fait un certain nombre de choses. On a répondu au ministre, c'était anecdotique. On a fait des choses qui consistent à la suite de la décision obtenue, c'est-à-dire qu'on a servi aux partenaires de la FECAFOOT pour leur demander d'en tirer les conséquences. Nous l'avons servi à la FIFA, nous l'avons servi à la CAF, nous l'avons servi au CIO. Pourquoi le CIO? Parce que la décision émane d'une organisation qui lui est affiliée. Et pour l'instant, nous en tenons à ça. Vous permettez que je n'évoque pas d'autres actions parce que chaque chose en son temps. Très bien. Alors, Albert Ayomba, si vous étiez conscient, d'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, que la Chambre de conciliation et d'arbitrage avait outrepassé ses compétences, pourquoi Tombi Aroko et compagnie, tout l'ensemble du bureau de la Fédération camerounaise de football ne s'est pas rendu au TAS pour contester la décision prise par la Chambre? C'est de notre droit. Nous sommes libres de contester ou de ne pas contester. Et donc, vous avez compté sur la sortie du ministre des Sports? Non, nous sommes d'abord rangés dans la perspective du consensus qui a été construit premièrement. Et de deux, nous ne voulions pas continuer à légaliser une imposture qui s'était généralisée et assise clairement au sein de la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Lorsque le 2 octobre, la décision qui a abouti à l'annulation est sortie, le rapporteur lui-même de la Chambre, je dis bien, M. Tchatchouan, est passé au journal de 13h pour dire que les débats avaient plutôt conduit à recommander que la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football, corrige le sous-alinéa de l'article 23 qui posait problème. C'est le rapporteur de la Chambre qui Albert, si Tchatchouan vous entend parler, il risque de se fâcher. Je vais vous dire pourquoi. Si moi je suis Tchatchouan enseignant par ailleurs, que j'ai dit une chose et qu'on a écrit le contraire, qu'est-ce que je fais? Je peux continuer donc. Continue. Je ne vais pas répondre à la place de Tchatchouan. Très bien. Puis le président du Comité national olympique et sportif, organe au sein duquel j'ai cette chambre, était allé dans le même sens. Donc il y a manifestement un certain nombre de choses. Il a cessé d'être président du CNOSC qui avait fait entre cette date et la deuxième. Qui avait fait leur lit au sein de cette chambre respectable.
qu'il fallait absolument neutraliser. Je pense que le ministre a très bien fait d'aller dans le sens... Et donc on peut s'attendre à ce que les 21 jours... Ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Très bien. D'ailleurs, nous n'avons jamais eu peur des élections. Nous n'avons jamais eu peur des élections. Donc même le reste ne nous regarde pas. Nous sommes alignés à la légalité républicaine. Je vous fais comprendre que le 26 novembre, alors que M. Tombi allait être élu président de la FECAFOOT, c'est par un communiqué du ministre que les élections de la FECAFOOT avaient été reportées. On aurait aussi pu attaquer. Bon, nous sommes alignés sur la légalité. Mais l'organisation de l'élection n'est pas une décision d'une juridiction, Albert. Alors, puisque nous sommes pratiquement dans les solutions, que faut-il entrevoir, docteur Somba? Je n'avais pas fini. Ah, pardon. Je n'avais pas fini pour dire... Allez-y dans 30 secondes. Je n'avais pas fini pour dire que... Tu vas me rendre ma minute tout à l'heure. Je suis quand même surpris que le grand frère André Pafebel ait pris une tangente que je ne lui connais pas d'habitude. Menteur, c'est comme voleur. C'est-à-dire que c'est une qualité, c'est une identité qu'on donne à quelqu'un. Non, c'est un qualificatif. Oui, donc c'est une qualité. C'est pour ça qu'un qualificatif, il y a qualité, c'est une identité. Albert, un fumiste fait de la fumisterie. Il faut bien que l'on avance entre Pafebel et Albert. Allez-y Albert, il faut conclure là. Dans ce cas, j'accepte. C'est toi qui as dit tout à l'heure. Je dis donc que le ministre Bidonkwat ne saurait être traité comme tel. Je pense que si un homme a menti, qu'il soit le pape ou le citoyen lambda, c'est un menteur sur le coup. Mais moi, je vous dis qu'il a menti. C'est moi qui dis officiellement. Je m'en désolidarise et pour dire que le ministre Bidon est bien tout autre chose que cela. Très bien. Alors, sur le coup, je répète, il a menti par écrit. J'ai l'écrit. Quel est l'avenir finalement à la fédération? Qu'est-ce qu'on peut entrevoir pour les jours? Moi, je pense que... Bien, de chaque côté, on campe sur ses positions. Le camp vraiment estime être en train de faire ce qu'il y a lieu de faire. Du côté du camp Tombi, on estime que les 21 jours vont passer certainement et qu'il n'y a rien d'autre à faire. Qu'est-ce qu'il faut entrevoir? Moi, je pense que l'idée du consensus qui est relevée, et d'ailleurs, là, je me prononce, un consensus est un procédé de règlement pacifique de problèmes. Absolument. Donc, vous comprenez donc que dans ce sens... À condition d'appeler les gens sur la table. Le ministre donc rappelle les véritables concernés. Vous savez, nous sommes dans un état de droit, je ne cesserai de le tempêter ici. C'est pourquoi un citoyen n'a de droits que dans une société, et la société n'est stable que parce que le citoyen a des droits, il a aussi des devoirs. Mais ce qu'on doit relever, c'est que, moi, ce qui me gêne là, je sors un peu de ma casquette de juriste pour être un analyste ou du moins un citoyen ordinaire, pour dire que ça me désole un peu de constater que ce qui était ami des fruits de la FECAFOOT deviennent aujourd'hui ennemis de l'arbre. Et ça me gêne considérablement. Je pense qu'il est temps que les égos surdimensionnés puissent être enterrés, que pour l'intérêt du football, on revienne au bon sentiment. Moi, je n'évoque pas les égos. C'est-à-dire, je crois qu'on se trompe de bataille. Oui, on se trompe de bataille dans cette affaire. Ce qui est en jeu à la FECAFOOT est ce qui est en jeu dans le football mondial, madame. Il faut, chez nous, dans la presse, à un moment, on a utilisé l'expression dératiser. Il faut dératiser le milieu du foot. Très bien. Il y a des gens qui volent. Excusez-moi, j'utilise les mots qui sont les mieux expressifs de la réalité. Il y a des gens qui volent l'argent du foot. Non, c'est pas excessif, c'est la réalité. Il y a des gens qui volent l'argent du foot et l'utilisent pour subvertir l'ordre du foot. Ça ne marche pas. C'est pour ça que Blatter se fâche et aujourd'hui, sa propre commission d'éthique va lui ajouter des sanctions, comme à Platini, comme à d'autres, et il y en a qui vont aller en prison. Et il n'est pas possible que la vermine vive au Cameroun, comme si le Cameroun a cessé d'être dans le concert des nations, lorsqu'il s'agit précisément de faire des choses qui sont dans l'intérêt des mœurs et donc de la salubrité publique. Et demain, Serge, c'est de ça qu'il est question. Oui, juste pour dire que, oui, c'est le docteur Somba qui s'étonnait de ce que certaines individus ont changé systématiquement de comportement. C'est justement la preuve que l'homme, en tant qu'entité, ne peut pas davantage être statique, mais il faut rencontrer, changer, et donc dynamique. Et vous savez, les individus évoluent sur la base d'un ensemble d'intérêts que l'on peut davantage viser, qui sont de temps à autre bassement matérialistes. Et c'est la raison pour laquelle on peut justement constater cela. Oui. Bon, hélas, parce que véritablement, ce n'est pas l'intérêt général. Parce que lorsqu'on parle de l'intérêt de la communauté, il faut véritablement que l'on puisse aboutir à l'ensemble de la communauté qui va bénéficier d'un ensemble de privilèges déterminés. Mais, et demain, bon, moi je pense qu'il y a des problèmes de fond en commun que l'on peut davantage résoudre.
C'est vrai qu'on va s'enliser là dans un cycle permanent de conflits, alors qu'en réalité, il y a des problèmes de fond à résoudre par rapport sur le plan infrastructurel, sur le plan des acteurs de sport, sur le plan même des autres domaines qui sont non des moindres. Mais j'espère véritablement qu'on va atteindre cela et que véritablement tous ces acteurs-là, bien que le point de vue soit essentiellement divergent, puissent davantage se rassembler pour justement combattre cela. Très bien. On va donc se sortir de cette édition de droit de réponse. Je n'ai pas de mot de fin. Ah bon? Vous ne l'avez vraiment pas dit? Après avoir autant parlé. Allez-y, Albert Ayomba, allez-y. Allez-y donc. J'ai écouté le discours de... Il me semblait bien que vous avez bien affirmé sur ce plateau que vous n'avez rien à faire des 21 jours qui ont été attribués par... Je pensais bien que c'était votre dernier mot. Non, c'était en réaction à ce que le grand frère André a dit sur la qualité de personne, effectivement sur l'enjeu qui se joue à la FECAFOOT, qui serait lié avec les événements de l'extérieur. Alors je lui réponds par un problème africain, parce qu'on m'a appris à ne pas égratigner les aînés ou les grands frères en public, pour dire qu'il faut faire attention. Ne nous mettons pas dans la posture du chef du village, à qui on demande de chasser les sorciers du village, alors que sa propre belle-mère est sorcière. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre. Une autre sagesse se poursuit. Voilà. Que quand on a la main dans la gueule d'un caïman, il faut autant le chatouiller que de le battre plus fort. Merci. Merci, docteur. Avant de sortir, donc justement, on est pratiquement sorti des affaires de la FECAFOOT. Juste en une minute avec vous, docteur Lucien Issomba, on va quand même dire que pour rester dans le sillage de l'actualité, ces derniers jours ont été particulièrement difficiles. Après les attentats de Paris, on a eu cette prise d'otage au Mali, précisément à Bamako, et puis il y a eu cet attentat hier. Est-ce à dire que le terrorisme fait, j'allais dire, a décidément pris place? Permettez-moi de m'incliner devant les morts, d'être compatissant et de formuler à l'endroit des familles endeuillées mes condoléances. Ce qu'il faut noter, Sandrine, votre question perplexe et complexe pose un problème, justement celui de l'égalité universelle de tous les êtres humains. Que les gens comprennent que quand un Camerounais meurt à Fotokol, au même titre qu'un Français qui meurt à Paris, tous ont le droit à la vie. Ils sont titulaires d'une raison, tous ont un droit de conscience. Et surtout qu'en réalité, qu'on comprenne que le président avait déjà bien perçu qu'à menace globale, riposte globale. Vous savez qu'il avait envoyé justement un communiqué, un appel international pour dire qu'en réalité, il fallait que cette question puisse être résolue de manière concertée, où on allait inviter tous les États du monde à justement juguler cette pieuvre tentaculaire qu'est le terrorisme. Aujourd'hui, je crois que par un coup de génie, les gens commencent à comprendre la démarche qui était celle du président. Alors pour sortir rapidement... Oui, je sors simplement en disant, inclinons-nous prioritairement sur nos morts, les autres savent le faire. Et comme l'envahissement médiatique est tel qu'il nous impose leurs pleurs, au point que nous pleurons pour eux plus que pour nous-mêmes, je répète aux gens que quand vous allez focaliser votre vie sur Real Madrid contre Barcelone, eh bien vous vous organisez pour pleurer les morts européens plus que les morts camerounais, parce que ça rentre dans vos têtes et ça s'installe. Ce qui est important, ce que vous voyez là-bas, vous voyez plus ce qui se passe chez vous. Et pourtant, vous dites bien qu'il y a des attentats tout autant au Cameroun qu'ailleurs. Voilà. Merci donc à vous, très chers messieurs, d'avoir été des nôtres ce dimanche. Merci à vous, Albert Ayomba. Merci, nous disons également merci, Serge Mebikoy. Merci également à vous, André Parfait-Bel. Nous remercions également au docteur Lucien Issomba. Madame, monsieur, nous vous disons aussi merci d'avoir été au rendez-vous de droit de réponse ce dimanche. Merci de rester en compagnie de nos programmes. À très bientôt, s'il plaît, au revoir.